Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maurice Chalier. Bonjour Maurice. Bonjour Daniel. Alors, Maurice, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un livre, Yucatan, Oui. mais également Ah, de... vous l'avez trouvé? C'est Hélène qui me l'a fait passer. Prêté. Voilà, Ah, très voilà, bien. voilà, j'ai le livre d'Hélène. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler de ce livre, Yucatan, mais surtout de quelle manière il est venu à vous, parce que, en plus d'être un roman policier, il s'agit avant tout de nombreuses démarches scientifiques, physiques, voire même astrophysiques, et on touche du doigt l'intelligence artificielle, mais également la physique quantique. Et c'est aussi Oui, pour ça que ça me semblait judicieux d'en parler avec vous aujourd'hui, parce que on va refaire un peu votre parcours personnel à vous, Maurice. Donc, oui, avant d'être auteur, vous étiez physicien de oui, formation. Vous oui, avez travaillé 17 ans en Afrique. Vous avez oui, travaillé dans l'éducation. Vous avez également été à la direction d'établissements scolaires. oui, Et vous avez travaillé avec quelqu'un d'exception qui s'appelle Alain Aspect. c'est exact. J'ai travaillé 3 ans avec lui, juste au moment où il a lancé son expérience magique, je dirais, exceptionnelle, concernant. Il préparait ceci lorsque nous travaillions ensemble. Alors, quand je dis que nous travaillions ensemble, il faut savoir que c'était quand même lui. On était à l'école normale supérieure de Yaoundé, on enseignait tous les deux à l'école normale supérieure de Yaoundé, mais c'était lui le maître et moi le petit enseignant. Mais c'est un garçon charmant, ce qui fait que quand je dis c'était le maître, il y avait aucun problème. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous avez écrit déjà de nombreux livres et ils font principalement référence à la physique, mais pas forcément Oui, telle qu'on la conçoit dans notre matérialité immédiate. Et dans Yucatan, hein, je rappelle, oui, dans oui, Yucatan, vous y allez directement. Hein. Vous ne prenez plus des chemins parallèles. détourné. Et là, vous allez directement dans le vif du sujet et vous énoncez des recherches, des démarches qui ont lieu. Et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle un petit peu. C'est vrai que sur cette chaîne, on parle un peu littérature, on parle un petit peu bien-être, on parle un peu neurosciences et on parle aussi physique et astrophysique. Et c'est ça qui était très, très intéressant de développer avec vous en parlant de Oui, conscience. Cette fameuse oui. conscience qui est surdéveloppée dans les approches néo-bien-être, mais on ne sait pas ce que c'est vraiment la conscience. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est une curiosité que tout le monde recherche à expliciter. Il faut savoir que beaucoup de physiciens, particulièrement ceux qui se sont occupés de mécanique quantique, se posent la question. Hein. Je peux en citer un grand nombre qui se sont posé la question. Vous avez par exemple Wolfgang Pauli, autrichien, qui avait la particularité d'avoir une conscience tellement puissante qu'il faisait de la télékinésie. Vous avez Roger Penrose, qui est un prix Nobel de 2020, donc qui doit avoir 95 ans maintenant. Vous voyez, c'est un monsieur qui, tout le temps, se pose la question de la conscience, voudrait que la conscience soit, qu'il y ait une définition physique de la conscience, et il n'arrive pas à formuler cette définition physique. Alors, Heisenberg, lui aussi, dès 1932, s'est posé le problème. Hein, il s'est posé vraiment le problème. Et David Bohm aussi, qui est un neuropsychologue, s'est aussi posé le problème. Ce sont des gens extrêmement brillants. Voilà. Alors, celui qui s'en est le plus rapproché, je dirais, c'est un mathématicien. C'est un mathématicien qui s'appelle Kurt Gödel,
hein, qui a émis un théorème de mathématiques qui est le théorème d'incomplétude, incomplétude, hein, qui explique fortement que lorsqu'un système est en équilibre, la raison de fonctionnement du système est à l'extérieur du système. Voilà. Alors, c'est vrai que quand Oui, on aborde de suite des réflexions plus physiques, beaucoup plus scientifiques, c'est pas forcément accessible à tout le monde. C'est aussi pour ça que dans oui. votre roman policier, mais qui va au-delà du simple roman policier, c'est pour ça que dans votre roman, vous essayez un maximum d'aborder ces sujets-là. Et le premier sujet qu'il en découle de par votre roman, c'est le corps est-il indépendant de l'âme, en fait. Tout à fait. Et Tout à fait. leur lien. Alors, moi, j'en suis fortement persuadé. Je fréquente des personnes qui travaillent dans la santé. Ma femme est infirmière. Et donc, si vous voulez, les personnes sensibles ressentent parfaitement à la mort, lorsqu'ils s'occupent de personnes âgées, à la mort de ces personnes âgées, ils ressentent parfaitement l'âme traversée. Je connais aussi quelqu'un qui, dans un accident de la route, se penchant sur la personne qui était blessée mortellement, a été un peu effrayé, parce que c'était pas quelqu'un de la santé, a été effrayé parce qu'il a senti passer l'âme de la personne. Alors, il est vrai que tout le monde ne peut peut-être peut ne pas le ressentir. Hein, ça dépend un peu de la sensibilité de la personne. Voilà. Bon. Donc, l'âme et pour moi, l'âme et la matière sont indépendantes. La conscience et la matière sont indépendantes. Bon. Mais autant le matériel, on peut le définir avec une très grande précision, autant la conscience, l'âme, la spiritualité, on ne peut pas le définir très facilement. Je suis persuadé qu'il existe un monde de la conscience, un univers de la conscience parallèle au nôtre, dans lequel les gens qui ont une grande sensibilité, à laquelle les gens qui ont une grande sensibilité peuvent accéder. Bon, moi, je ne suis pas de ceux qui peuvent y accéder, mais je suis extrêmement sensible. Par exemple, j'ai assisté à des phénomènes de télékinésie auxquels pas grand monde ne croit, hein, c'est-à-dire le fait de faire modifier une situation physique rien que par la pensée. Hein, bon. Et c'est très difficile quand quelqu'un n'est pas dans le coup, je dirais, c'est très, très difficile d'en voir de ce phénomène-là. Oui, quand on parle de télékinésie, on pense de suite à Uri Geller dans les années 70-80 avec ses représentations un petit peu sur plateau où il démontrait ce possible. Bon, après, il y a les pour et il y a les contre. Il y en a qui ont démontré que ce n'était pas faisable. Mais toujours est-il qu'il y a eu cette première mise en avant de ses capacités de la conscience, puisque là, ce n'est pas le corps physique qui agit Oui. directement. Il y a Mhm. d'autres interactions de la conscience, ça peut être la télépathie. Aujourd'hui, Oui. on sait que la télépathie permet une réalité de communication, ne serait-ce qu'entre les végétaux, avec les animaux, et d'espèce à espèce, interhumain aussi. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, il faut savoir aussi, quand vous parlez de personnages qui ont montré à la télévision, etc., moi aussi, j'ai un petit doute. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les expériences de télépathie ne viennent pas sur commande. Hein. Elles viennent au moment où une personne apte à faire de la télépathie est dans une situation particulière, souvent une intensité de sa personnalité qui fait que ça va arriver. Bon, moi, pour vous situer ce que j'ai vu de mes propres yeux, je peux ça m'est arrivé bon, avec elle, rentrer dans la salle à manger, un verre sur la table, et sans que personne n'ait touché, on était même à 2, 3 pas de la table, le verre se déplace, hein, et chute.
voyez-vous. Donc, alors, moi, ma femme, ça l'a pas étonné. D'autres fois, ça lui arrive, mais c'est extrêmement rare que quelqu'un qui n'a pas cette capacité puisse voir. Bon, elle est habituée à ce genre de choses, mais par contre, elle ne le travaille pas. Parce que travailler cette qualité, c'est fatigant. C'est fatigant et c'est très dur pour le cerveau. Donc il y en a qui le travaillent. Bon, je n'ai jamais vu tourner de table. Bon, peut-être que ça existe. J'aimerais le voir, mais c'est pas sur commande. C'est pas quelque chose qui se fait sur commande. On peut pas dire je veux tel jour à tel moment voir un exercice de télékinésie. Oui, en effet, c'est vrai que travailler une capacité ou ce qu'on va appeler un don, hein, sachant que Oui, nous sommes oui, tous pourvus de multiples dons, oui, demande en effet une énergie considérable et puis aussi une ouverture de connaissances. Et le monde extérieur ne fournit pas toujours les connaissances pour oui, apprendre à maîtriser ou à faire fonctionner au quotidien ces capacités considérées encore aujourd'hui comme surnaturelles, alors qu'elles oui, sont naturelles finalement tout à fait. pour le corps humain et la Oui, conscience. oui, 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 tout à fait. On parlait de conscience tout à l'heure, et cette conscience, cette conception de la conscience, est-elle universelle? Est-elle la même dans les différentes cultures ou pas? Alors, je pense qu'elle est influencée par la culture elle-même, hein, mais je pense que quelle que soit la communauté qu'il exerce, elle existe parce qu'il existe toujours une conscience collective. Moi, je vous donnerai un exemple. Bon, si vous voulez, quand on crée une religion particulièrement monothéiste, comme a été créé par exemple le christianisme, même si son origine est assez bizarre, hein, parce que le personnage de Jésus était entièrement juif et non pas, il n'avait pas n'avait pas de tendance à vouloir être chrétien. Eh bien, en ce moment, il y a entre tous les catholiques une conscience commune. Une conscience commune qui fait que quelqu'un peut avoir une information par cette conscience commune. Alors, je donne toujours comme exemple Bernadette de Lourdes, qui soi-disant, enfin, je ne connais pas précisément son cas, mais en fait, soi-disant, c'était quelqu'un qui était du peuple, quelqu'un qui n'avait pas, qui parlait à peine français, etc., etc. Comment peut-elle avoir parlé de l'Immaculée Conception, hein, que le pape, je ne sais plus lequel, avait exprimé avant, eh bien, tout simplement par la conscience collective. Et certaines personnes peuvent, je dirais, ressortir une information qu'on ne leur a pas donnée explicitement, mais qui traîne dans la conscience collective. Oui, comme des résidus, finalement, comme des résidus de mémoire par rapport à certains vécus ou certaines Mhm. expériences de la collectivité ou de l'ethnie concernée, c'est ça? Oui, oui. Alors, il est vrai que comme ça dépend de la culture de chacun, il peut y avoir des événements, il peut y avoir je dirais, une petite différence entre la conscience collective de certaines communautés et celle d'autres communautés. Et puis bon, qu'est-ce que je dis? Bon, voilà. Oui, ici, on peut passer aussi à ce que Teilhard de Chardin a dit avec la noosphère. Hein, la noosphère étant le régime de la pensée autour de la Terre. Non seulement il y aurait une atmosphère, mais il y aurait une noosphère, c'est-à-dire un échange de la pensée dans cette zone de conscience. Et conscience, on va aller même au-delà, puisque comme on l'a vu, vous êtes physicien. Oui, Euh, et cette réflexion de la conscience peut aussi être interactive
avec ce qu'on va nommer les mondes parallèles, les univers parallèles, et arriver un petit peu à se positionner dans notre réflexion de qu'est-ce que la conscience et où est-ce qu'elle va se mettre. Est-ce qu'elle est dans le ici et maintenant? Est-ce qu'elle est déjà dans le ailleurs? Est-ce que nous vivons plusieurs vies en même temps? Tout ça reste pour beaucoup encore des questionnements. Je pense qu'elle est, je te dirais entre guillemets, qu'elle est dans le ailleurs, mais que certains peuvent s'informer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, certains sont sensibles à ce ailleurs et donc peuvent en profiter. Euh, c'est certains qui ont je dirais, des qualités exceptionnelles. Pensez à ceux qui arrêtent le feu. Pourquoi arrêtent-ils le feu, hein? Bon, celles qui arrêtent la douleur. Pourquoi arrêtent-elles la douleur? Et maintenant, dans les hôpitaux, on utilise ces gens-là, ce qui prouve que ce n'est pas de la blague. Bon. Et donc, il y a, enfin, pour moi, le monde de l'univers de la conscience est parallèle à notre univers à nous. Il nous complète, mais tout le monde ne peut pas y accéder très facilement. Et on va revenir au livre, hein, Yucatan, qui est aussi Oui, le fil conducteur de cet échange aujourd'hui, mais encore une fois, je le répète, hein, qui est un condensé de tout ce que l'on échange là, parce que vous avez oui, essayé d'y mettre un maximum de choses et de ce que vous avez découvert au fur et à mesure de vos propres recherches, de vos propres travaux. Et au niveau du séquençage ADN, de l'information de notre ADN, est-ce que l'on peut qualifier cet ADN dans le ici et maintenant de cet espace temporel ou est-ce que l'ADN peut être multiple aux différents oui. univers Alors, dans un parallèles? premier temps, il faut dire que les recherches de certains savants ont prouvé que l'arrivée de l'ADN avait une chance extrêmement infime, même nulle, d'arriver par la composition des éléments chimiques. Alors, il faut savoir quand même que moi, je fais partie des personnes qui pensent que dès l'origine de l'univers, la vie avait été prévue. Hein. Ça me paraît, et plusieurs autres savants pensent la même chose. Hein. Voilà, donc c'est, si vous voulez, l'ADN rentre dans l'intelligence supérieure qui a créé l'univers. Et on peut pas éviter de penser même si on ne croit pas en des religions humaines, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait rien au-dessus de nous. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Bon, quelque chose de transcendantal, quelque chose de qui a. Je reprends un petit peu ce que j'ai dit sur le théorème d'incomplétude. L'univers est quelque chose en équilibre. On ne connaît pas parfaitement encore l'univers. Par exemple, l'énergie noire ou la matière noire, on a de la peine à la définir. Mais il n'empêche que ce système étant en équilibre, ça veut dire que quelque chose de l'extérieur le fait fonctionner, l'a créé et le fait fonctionner. Donc, ce quelque chose, c'est une. Alors, on peut le définir comme étant une intelligence supérieure. Et effectivement, si vous voulez, notre cerveau arrive à se connecter de façon intelligente 40 fois par seconde. Bon, cette intelligence-là, c'est des milliards de fois par seconde. Hein, bon. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est quelque chose qui existe matériellement ou qui est simplement de la conscience, encore une fois? Je ne sais pas. Voilà. Oui, cette conscience est tellement encore aujourd'hui pour nous humains terrestres, elle est véritablement une énigme finalement. Oui.
On reste sur un dossier. Pour l'instant, alors c'est vrai que tous les personnages, tous les scientifiques qui s'y sont intéressés, sont des scientifiques qui ont fait la mécanique quantique, qui ont fait de la mécanique quantique. Alors quand on va vers l'infiniment petit et non pas vers l'infiniment grand, je parlais de l'infiniment grand tout à l'heure, quand on va vers l'infiniment petit, il y a des phénomènes physiques qui sont un petit peu surprenant. Hein. Par exemple, si on reprend l'expérience d'Alain Aspect, il a montré quand même que deux photons qui ressortent de la même source sont en contact permanent toute leur vie. Hein, c'est-à-dire que même s'ils s'éloignent fortement l'un de l'autre, lorsque le spin, là, bon, je vais parler un tout petit peu physique, comme il ne peut pas y avoir deux particules qui sont en même temps, qui ont en même temps la même énergie, il y en a une qui a un spin souvent négatif et l'autre qui a un spin positif. Je simplifie, hein, je simplifie totalement. Bon. Mais si vous touchez à une de ces particules, immédiatement, et c'est pas la vitesse de la lumière, c'est immédiatement, l'autre réagit. Hein. Et il s'agit uniquement de particules sur lesquelles on le caractérise. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui étend la mécanique quantique au monde macroscopique que nous connaissons? Je n'en suis pas sûr, hein, je n'en suis pas sûr, je n'ai pas la preuve. Mais c'est quand même très surprenant que lorsque j'ai cité des noms de scientifiques, de physiciens et de mathématiciens qui se sont intéressés à la conscience, ce sont tous des gens qui ont travaillé dans l'infiniment petit quand même. Hein. Donc c'est pas et certains aussi dans l'infiniment grand. Alors donc c'est ou des infiniment petits ou de l'infiniment grand. Hein. Mais c'est pas notre monde de tous les jours. Quoi. Voilà. Donc ça prouve la difficulté à définir cette conscience. Ce rapport des particules qui communiquent, même à Mmh. distance Oui, exponentielle, ça peut aussi faire penser, pour ramener un petit peu dans le domaine humain immédiat, dans notre aptitude à identifier dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, etc., à ce qu'on va nommer âme sœur ou âme complétude, etc. Chacun va l'appeler comme il entend. Ça fait penser un petit peu à ça. C'est l'une et l'autre étant en résonance jusqu'au moment où il y a une nécessité peut-être de fusion, c'est ça? oui. Oui, alors on sait, là maintenant on en est à peu près sûr, hein, que des jumeaux se situant pour des raisons matérielles très loin d'un côté du monde à l'autre peuvent penser à la même chose en même temps. Bon, on sait très bien aussi que lorsqu'un couple est fusionnel, hein, ça n'arrive pas tout le temps, mais lorsqu'un couple est fusionnel, il peut avoir en même temps la même idée, la même idée, sans en avoir parlé. Ça, on le constate, je dirais, moi je le constate avec mon épouse très souvent, hein, sans en avoir vraiment parlé, on n'en a pas parlé du tout, et d'un seul coup, clac, une même idée. Hein, bon, alors ça peut être le hasard, il y a des gens qui vont me dire c'est le hasard, mais quand même ça se produit suffisamment longtemps, suffisamment souvent, hein, je dirais, pour penser qu'il y a un échange télépathique entre les deux personnes. Mais ça aussi, difficile à expliquer. Et en effet, de toute façon, c'est un peu le domaine de la science physique et astrophysique d'être dans ces quêtes perpétuelles, d'essayer de trouver des réponses même plus théoriques que concrètes, puisqu'on est surtout sur du domaine de l'immatériel et du domaine soit du micro, soit du macro. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est le micro ou le macro qui nous permet je dirais, de constater ça. Hein, dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Elle est rationnelle, elle est logique, elle est cartésienne. Enfin, on croit qu'elle est cartésienne, on croit qu'elle est logique. Bon. Mais en fait, il faut un petit peu s'écarter de ça. Et même des scientifiques se posent les questions. Ça,
j'en suis absolument persuadé, pour avoir lu pas mal de livres scientifiques. En tout cas, je lis beaucoup Roger Penrose, qui est un Anglais, bon, mathématicien anglais et physicien par application. Hein. Alors, il faut savoir aussi que c'est important de savoir que le fondement de notre univers et le fondement de notre fonctionnement, c'est les mathématiques. La physique utilise les mathématiques pour trouver quelque chose. Mais les mathématiques sont le fondement de notre fonctionnement. Bon. Et donc, quand je vois ces gens-là se poser des questions, quand je lis leurs livres, c'est quand même pas je dirais, c'est qu'ils se posent vraiment la question. C'est pas, pourquoi la conscience, est-ce que la conscience est quelque chose d'indépendant à la matérialité ou non, quoi, hein, il se la pose. Et en effet, ces questions sont multiples. Et ça, on revient toujours à cette position de la conscience. Qu'est-ce qu'elle est, d'où elle vient et où elle va? Quel est son objectif? On peut le mettre au singulier comme au pluriel. Chacun va y aller aussi de sa propre culture et de ses propres croyances, et peut-être Oui, même de ses propres expériences. Quand on parle de conscience, on pense aussi au NDE, aux morts cliniques. Qu'est-ce qui se passe? En oui. fait, beaucoup de personnes ont déjà étudié les morts cliniques, et au final, on revient toujours vers des mêmes, on va dire, des mêmes observations ou assez similaires. Qu'en est-il aussi, avec le regard scientifique que vous avez, qu'en est-il de ces observations? Mais on est revenu un petit peu au problème de la conscience et de l'âme dont on a parlé en début. Bon, moi, chaque fois sur mon livre, je décris la mort comme un tunnel vers une lumière. Et bon, je suis pas le seul à faire ça. Hein, c'est très courant dans tous les films, on le voit un petit peu. Euh, et bon, euh, et c'est sûrement quelque chose. L'âme, si l'âme se détache du corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me paraît une vérité absolue que l'âme se détache du corps. Que fait-elle? Que fait-elle? Et sûrement, bon, alors, qu'arrive-t-il après? Ça, on peut tous se poser la question. Est-ce que l'âme a sa propre conscience? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Si l'âme a sa propre conscience, ça veut dire qu'elle a une activité par la suite, laquelle on ne sait pas. Et justement, en âme qui est sa propre conscience, on en vient aussi à se poser la question si, par exemple, il y a une âme qui va quitter trop tôt ou pour des raisons violentes ou voilà, Oui. interrogatives. Le panel est multiple. Je prends l'exemple aussi du livre. L'âme qui peut quitter pour des raisons particulières un corps, est-ce qu'il est possible, dans certains cas précis, qu'elle intègre un autre corps, soit par volonté, soit par le fait que l'enveloppe physique ne soit plus en état de la recevoir de nouveau? C'est un petit peu ces chocs différents. On pense aussi à l'expérience interdite, film qui a été réalisé dans les années 80, où il faisait cette expérience de forcer la mort pour justement aller au-delà. Oui, alors c'est ce que je montre dans mon livre, si vous avez lu, comme vous l'avez lu. Bon, moi je fais voyager effectivement l'âme de corps en corps, mais c'est quand même une supposition. Hein. Il n'y a rien, il y a rien qui peut le certifier. Mais je trouve que, alors en plus, si vous voulez, j'essaie de comprendre ce que l'univers de la conscience serait. Hein, je dis dans mon livre que c'est une mémoire permanente, ce qui est très difficile donc je l'appelle Barbello, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, Barbello, il faut savoir que c'est quelque chose qui vient des évangiles apocryphes. C'est un nom qui vient des évangiles apocryphes. Certains évangiles ont appelé, c'est toujours
un dieu, c'est une déesse même transcendantale, et ce n'est pas du tout un démiurge, hein, c'est une déesse transcendantale qui sont appelés dans ces livres Barbello. Alors moi, ça me fait un peu sourire ce nom, ça m'a fait un petit peu sourire, et donc j'ai utilisé ça en disant que c'est le domaine de Barbello. Voilà. Et donc j'essaie de montrer un univers qui est statique parce que l'information est totale. Un univers qui aurait l'information du passé et l'information de l'avenir. C'est très difficile à décrire parce que nous sommes dans un continuum. Hein. Nous vivons chaque jour après le jour précédent et il y aura le jour suivant. Hein, bon. Alors, comment cet univers pourrait exister, qui est un univers, je dirais, qui est statique, qui a toutes les informations, qui a toutes les. Et c'est à travers ces informations que le monde peut évoluer. Voilà. Donc, il faut avoir beaucoup d'imagination. Et attention, dans mon livre, je vais quand même prendre des précautions par rapport au lecteur. Il y a quand même beaucoup de suppositions. Hein, des positions qui s'appuient un petit peu sur des réalités, mais pas toujours. Donc, voilà. Entre autres, le phénomène que je décris avec le risque météorite, c'est un petit peu particulier. Alors, c'est tout à fait exact que un phénomène peut apparaître en dehors du temps normal. Hein, ça existe. Bon, mais c'est des phénomènes très particuliers, alors que là j'en fais si vous voulez un gros truc où une météorite va tomber sur la Terre et puis après bon, je dis pas tout, hein, sinon le livre bon, Oui, voilà. faut en garder quand même un petit peu pour les lecteurs derrière, Oui, ceux qui oui. n'auront pas eu voilà, ceux qui n'auront pas encore commencé votre livre. Donc, pour revenir aussi au contenu de ce livre, donc on vous parlait de Barbello, pardon. Barbelo, Euh, oui. est-ce que ce monde, cet univers est possible et sur quel plan aussi? Est-ce qu'on peut envisager un plan et en plus, dans la mesure où on accepte la position des mondes parallèles et aussi du non-temps, de l'absence de Oui. non-temporalité? Oui, absolument, absolument. Il faut accepter. De toute façon, le temps est quelque chose d'extrêmement aléatoire. Hein. Bon, il faut accepter l'idée qu'il peut y avoir un univers sans le temps. Hein, sans le temps. Alors, quand vous prenez l'exemple des deux particules qu'Alain Aspect a étudié, hein, le temps n'y est plus, vu qu'il y a une information qui est immédiate. Donc, ça ne se passe pas. Alors, il lance l'information. Hein, et après avoir fait 16 mètres, alors dans son expérience, il y avait 16 mètres de distance. Hein, donc, après avoir fait 16 mètres, 8 mètres chacune, hein, bon, elles sont dans le même temps. Hein. Donc, dans ce cas-là, pour les particules, je dis bien pas pour nous, pas pour lui, pas pour le chercheur, pour les particules, le temps n'existait pas. Vous voyez. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas conditionné par le temps. Et il est vrai que donc on peut avoir un univers. Je pense qu'il existe un univers dans lequel le temps n'existe pas. Euh, et alors, on peut aussi se poser la question de l'espace. Hein. Est-ce que l'espace existe? Il y a beaucoup de chercheurs qui nous ont défini comme étant un point. Hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'espace. On croit qu'il y a l'espace, c'est une vision, c'est un artifice, c'est un hologramme, on va dire. C'est un hologramme et ce n'est pas une réalité. On peut aussi. Et On peut je croire. reviens je reviens à ces deux particules dans l'infiniment petit. Est-ce que on ne pourrait pas aussi, par réflexion et par projection, prendre conscience que ces particules, c'est nous, que nous sommes aussi nous-mêmes dans peut-être un microcosme d'un univers plus grand et que notre perception du temps
est aussi vecteur de ce que nous vivons dans l'immédiat. Est-ce que ces petites particules, finalement, comme nous, ici, en tant qu'humains qui avançons sur une ligne de temps définie, est-ce que ces particules elles-mêmes n'auraient pas la conscience de leur propre temporalité? Est-ce que c'est observable ou pas? Alors, ça serait tout à fait possible, mais il faut, je dirais, d'une certaine façon, euh, il y a quelque chose à rechercher là-dedans. Bon, alors, c'est parce que nous sommes à la dimension moyenne entre l'infiniment petit et l'infiniment grand que nous pouvons voir le temps évoluer, que nous pouvons voir l'espace autour de nous qui se définit par trois dimensions, etc., etc. Bon, mais il est vrai que quand vous en arrivez même au grand univers complet, eh bien, les limites sont pas évidentes de cet univers. Donc, il est très difficile, de toute façon, dire qu'on est à 15 milliards, qu'on est à 13,5 milliards d'années-lumière du Big Bang. Ça ne dit pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde. Déjà, si vous dites à quelqu'un Paris est à 700 km, souvent il ne se l'imagine pas. Alors, donc, si la limite de l'univers, c'est très difficile à imaginer. Et là, on sort complètement de la notion classique du temps et de l'espace. Mais dans il faut voir qu'on est conditionné par notre vie, notre milieu, etc. Et nous sommes donc, en tant que matière, nous avons droit à un temps et un espace. Ça ne veut pas dire que ça existe ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça existe ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça existe dans l'infiniment petit. Ça ne veut pas dire, etc. Voilà. On va revenir aussi, même si on n'a pas quitté votre livre, donc je rappelle, hein, Yucatan. Le titre, ce titre, Yucatan, on pense Oui, Mexique, on pense État du c'est Mexique. ça. Pourquoi ce lieu particulièrement? Tout simplement parce que il y a 66 millions d'années, il y a une météorite qui a ravagé toute la Terre, qui est tombée dans le Yucatan au Mexique. Et alors là, bon, dans mon livre, mais c'est une toute petite parenthèse, je fais par humour, je fais tomber une minuscule météorite de 700 grammes au même endroit. Hein. Bon, c'est de l'humour. Enfin, c'est quand même dans l'ambiance du livre et c'est pour expliquer une chose. Bon, excusez-moi. Et c'est pour expliquer quelque chose quand même, mais je prends un petit truc pour faire un grand titre qui je pense, tout le monde pense comme vous, pourquoi le Yucatan au Mexique, etc. Alors, donc, à se rappeler que c'est l'endroit où est tombée la météorite qui a détruit tous les dinosaures, qui a détruit, je dirais, tous les ovipares de grande taille. Il restait que des petites bébêtes du type rats et souris, et qui étaient donc des mammifères, et l'évolution, parce que ça, l'évolution, je ne conteste absolument pas quoi que ce soit dans l'évolution, hein, il faut le dire. Bon, c'est important, je dirais, nous sommes incontestablement des êtres vivants de la même catégorie, hein, que tous les mammifères, etc., etc., et même de tout ce qui est vivant. Hein. L'évolution, elle est indépendante de ce que nous avons pensé. Par contre, de ce que nous avons dit précédemment. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que ceci a été permis parce que au début de l'univers, il y avait la vie était prévue. Ça ne pouvait pas être autrement, hein, que ça. Hein. Elle ne s'est pas inventée toute seule, la vie. Et la vie, aujourd'hui, nous jouons aux apprentis sorciers en générant ce qu'on Oui. appelle des intelligences artificielles et robotiques. Et justement, encore une fois, dans votre livre, vous abordez ces dangers que peuvent Mhm. représenter la robotique à l'extrême, hein, Oui. avec ce Oui, oui. mimétisme humain. Et de
ça incite ou ça invite chacun, le lecteur surtout, à se repositionner sur qu'est-ce que la robotique. Mhm. Est-ce qu'il y a des limites de poser autour? Et est-ce que les lois d'Asimov qui étaient, on va dire, précurseurs dans la réflexion SF, Mhm. Oui. science-fiction, ces lois en lien avec la robotique, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont encore observables ou est-ce que l'on a déjà dépassé cette perception-là? On le voit hein, dans votre livre, on se dit que ça a peut-être déjà dépassé certains faits. On peut reconnaître, hein, il suffit de creuser un petit peu, on peut reconnaître de par les personnages du livre et de par certaines situations, certains faits existants, ou voilà, on peut faire quand même pas mal de parallèles. Moi, ma question, c'est ça, c'est peut-on se repositionner par rapport à ça? Et si oui, de quelle manière? Alors, je le lis dans plusieurs livres et je le dis dans celui-ci. D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un test de Turing, hein. Ça paraît important. C'est un questionnement que l'on fait au robot pour savoir s'il réagit à tout ce qui peut être émotionnel, tout ce qui peut être spiritualité. En plus d'être, je dirais, s'il est un robot, en plus de savoir faire beaucoup de choses et d'avoir une intelligence qui paraîtrait être une intelligence humaine, il faut aller jusqu'à l'émotion, il faut aller jusqu'à la conscience pour savoir ça. Et théoriquement, théoriquement, ça ne devrait jamais être le cas. Le test de Turing ne devrait pas réussir à 100%. Il y a un moment où ça doit bugger, tout simplement parce que pour ce que j'ai dit précédemment dans l'autre vidéo, hein, si quelque chose fonctionne de façon équilibrée, c'est que il est programmé de l'extérieur. Alors, le fait qu'il soit programmé de l'extérieur ne change pas qu'il y ait de gros problèmes. Supposez quelqu'un, un programmateur génial, hein, qui explique à son robot qu'il doit détruire tous les hommes. Eh bien, ça se produira comme ça, hein. Alors là, on va dire, ah mais non, mais il est plus intelligent que nous, le robot, parce qu'il a détruit les hommes. Non, 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 non. Dans son programme, il y aura de prévu qu'il va détruire les hommes. Hein, bon. Donc, il peut donner une impression d'une activité totalement possible, alors qu'en réalité, si on lui pose des questions sur le terme de l'émotion, hein, si on lui parle de spiritualité par exemple, il va bugger. Voilà. Donc ça c'est le test de Turing et entre autres les scientifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure travaillent ça et traitent est-ce que le test de Turing on s'y approche, etc., etc. Voilà. Alors moi effectivement aussi je le fais réussir le robot parce que c'est pour que ça soit, je dirais, quelque chose de prégnant, hein. Je fais réussir le robot qui réussit le test de Turing et vous voyez et vous qui avez lu le livre vous savez quelles conséquences. Voilà. Ça m'a paru c'est un peu d'humour ça quoi, hein, mais bon Oui, mais voilà. c'est un humour nécessaire parce que ça peut apparaître dans le champ des possibles. On parlait tout à l'heure des mondes parallèles. Ça peut complètement apparaître dans une ligne de temps parallèle ou même tout simplement dans la nôtre, hein. L'humain a tendance à se penser encore au-delà de la mécanique robotique et numérique, mais est-ce que nous sommes encore au-delà aujourd'hui ou est-ce que quelque part la Alors, machine n'a pas commencé déjà à dépasser l'homme? non, non, nous sommes au-delà pour les raisons que je vous ai dit. Hein, bon, nous sommes au-delà, mais nous pouvons quand même nous autodétruire à travers le robot.
hein, et à travers l'intelligence artificielle. Moi je ressens très mal l'avenir de cette planète, d'abord parce que ce que je crois que j'en parle pas dans mon, je me rappelle plus si j'en parle un peu dans Yucatan, hein, mais il faut savoir quand même que ce qui nous fiche en l'air notre, je dirais, notre vie d'humain, c'est l'augmentation extrêmement rapide de la population sur un siècle. Il faut savoir que moi, quand je suis né, il y avait 2 milliards 500 millions de personnes, et actuellement, il y en a 8 milliards. Ça s'est jamais vu. Mais enfin, ça s'est jamais vu. Mais ça s'est vu si dans le passé pour à peu près 5 autres espèces végétales ou animales qui ont dominé, par exemple le carbonifère, c'est la domination du végétal sur toute la Terre. Hein, bon, et qui un jour s'est écroulé. Et chaque fois que ça se produit, il y a une extinction. Théoriquement, nous, on devrait être assez proche de l'extinction de la race humaine parce que nous occupons trop d'espace. Quand on parle des animaux qu'il faut protéger, quand on parle du problème du climat, on ne résoudra pas le problème du climat dans la mesure où on est toujours en surnombre sur la Terre. Bon, on peut améliorer, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Bon, on peut améliorer. On n'a pas à avoir des actions qui nous condamnent encore plus. Je suis tout à fait d'accord avec l'écologie, hein, si vous voulez. Il faut que ça soit il faut pas que ça soit une écologie politique. Il faut que ça soit une écologie réaliste. Hein, bon. Donc avec l'écologie, on maintiendra peut-être un petit peu la barre un peu plus longtemps, mais l'erreur fondamentale, c'est d'avoir permis que la race humaine soit aussi importante et aussi rapidement importante. Et vous pouvez retrouver dans les 5 milliards d'années que la Terre existe, c'est surtout dans les 2 derniers milliards d'années, vous pouvez retrouver des extinctions. Il y a eu 5 extinctions majeures. Parfois, c'était des amphibiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des végétaux, etc. Les dinosaures, bon, ils ont été détruits. Ils étaient en surnombre, mais ils ont été détruits par autre chose, hein, par l'extérieur. Et nous sommes dans une situation où la race humaine risque d'être détruite par son nombre. Et non pas par l'extérieur comme les dinosaures ou comme on pourrait éventuellement le Ah oui, supposer. oui, le dinosaure, c'est exceptionnel. Voilà, Alors, c'était. bon, on pourrait peut-être trouver que ça a été préparé d'une certaine façon, je ne sais pas, non, mais c'est extérieur. Mais par exemple, le carbonifère, c'est l'accès ce qui nous permet d'avoir du charbon et du pétrole. C'est toute la terre était couverte de forêts vierges. Hein, c'était ces forêts vierges et brutalement le climat a un petit peu changé, ça a détruit tout ça. Et voilà, donc la période végétale a disparu. Il y a eu avant des amphibiens, il y a eu des amphibiens qui dominaient la Terre et qui ont été aussi détruits parce qu'ils étaient trop nombreux. Nous ne pouvons pas On être. retrouve régulièrement quand même cette problématique du surnombre. À un moment donné, le côté numéraire va dépasser Oui. la surface viable possible. Et aussi à pouvoir aussi à se poser la question, est-ce que ce ne serait pas la conscience qui, en évoluant, change progressivement d'enveloppe? Ça pourrait Oui. aussi être des multiples questions derrière tout Oui. ça. Alors, il faut penser aussi il faut penser aussi, ça me paraît important, on n'en a pas parlé, hein, que la matière n'est pas quelque chose d'inactive. Hein. La Terre réagit à ce que nous faisons sur la Terre. Hein, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle de façon un peu plus importante des volcans,
des tremblements de terre, etc., etc. Il y a eu un petit supplément, en fait, bon, c'est pas catastrophique, mais il y a eu des suppléments ces temps-ci, et j'en parle aussi dans mon livre, des suppléments ces temps-ci anormaux de volcanisme et de tremblements de terre. Bon. Et puis, et puis, il y a pas, je crois qu'on peut aussi parler de toutes les catastrophes. C'est assez surprenant qui arrivent plus encore aux États-Unis que chez nous, alors qu'ils sont aveugles à ce problème-là. On est toujours pareil, hein, c'est-à-dire qu'on rejoint toujours le micro et le macrocosme. Souvent, on va peut-être ne pas voir ce qu'on a devant les yeux et c'est peut-être ce qui se Oui, passe. Ou il oui, y a peut-être déjà aussi oui. une volonté derrière de ne pas voir ou de ne pas observer ce qu'il y a dans la réalité pour différentes réflexions qui sont Mm. propres aux dirigeants. On va revenir à vous et aux questions qui peuvent être multiples, hein, bien sûr. Alors, on va essayer d'être réduit Oui, possible réduit pour ne pas prendre trop de temps. Dans votre livre, vous abordez, donc on a vu le principe de la conscience, les univers, les mondes parallèles, comme on peut oui, l'interpréter, oui, la réflexion sur l'intelligence artificielle et sur le rapport à la oui, robotique, oui. qui est aujourd'hui dans notre société de plus en plus présente. Mais il y a aussi un autre penchant, il y a tous ceux qui dirigent dans l'ombre. Il y a ce qu'on appellera les sociétés secrètes. Et en effet, oui, ça peut faire rire, mais en attendant, sans Oui, non, pas. mais vous pouvez. Non, je ris pas pour ça. Je ris que si on attaque le sujet, j'espère que je vais pas avoir des ennuis. Non, je plaisante. On ne va pas donner Allez. de nom, c'est pas grave. Mais Oui, c'est-à-dire que vous avez recherché derrière pour essayer oui, d'élaborer un plus possible oui, ces projections-là. Et puis, de toute façon, pour ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr, vous donnez quand même pas mal d'informations aussi dans votre livre, oui, hein, ça, c'est oui, déjà oui. pas mal. Non, mais je plaisante, je plaisante de dire ça. Mais en étant dans la discrétion totale, qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter aussi en complément sur ces rapports de personnes qui gouvernent dans l'ombre? Oui, alors, parce que ça existe, hein, ça date de 60 et quelques, je le dis dans le livre, je ne me rappelle plus exactement, 60-70. L'Occident, qui était considéré, qui pouvait se considérer comme un monde libre à cette époque-là, je ne sais pas si on peut le considérer encore aujourd'hui comme un monde libre. Hein. L'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, le Canada, etc., l'Australie, bien que soi-disant un monde libre, avait tout intérêt à faire orienter l'économie à sa façon. Hein, c'est tout à fait normal. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle le Bilderberg, parce que la première fois qu'ils se sont réunis, c'était à l'hôtel Bilderberg qui est dans les Pays-Bas, si je ne me trompe pas, peut-être je peux me tromper. Hein, bon. Et alors, qui s'est réuni les grandes fortunes de l'Occident, mais aussi les médias, les économistes, etc. Et ce sont des gens qui ont essayé de voir comment ils peuvent influencer le monde occidental pour que il fonctionne de façon totalement libérale. Alors, et donc, ils se réunissent une fois par an. Il y a à peu près, alors le président est un Français, je vais pas citer le nom là, mais bon, actuellement le président est un Français de cette commission, et ils se réunissent une fois par an, et en général, c'est pour savoir comment les médias, ceux qui sont à leur botte, peuvent influencer telle ou telle élection. Hein. Donc on parle souvent de ce que fait Moscou, qui est, je dirais, beaucoup plus visible que ce que fait l'Occident, mais ça existe aussi en Occident.
Voilà. Alors maintenant, je ne sais plus si ça va continuer parce que avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, je ne sais pas s'il a besoin de faire des réunions avec les Européens ou les Canadiens, etc. Quoi. Bon, mais ça a existé depuis fort longtemps et j'avais repéré, bon, je peux quand même le dire, en 2014, autant que je me rappelle, il y avait le nom. Alors, la liste n'est pas la liste du Bilderberg n'est pas cachée. Hein. Et donc, officiellement, ils se réunissent pour faire le bien de nos pays occidentaux. Hein, et aussi pour maintenir, si vous voulez, la liberté. On peut considérer qu'on est plus démocratique que certains autres pays. Enfin, ça, bon, on l'est quand même un peu, mais bon. Alors, ils se réunissent une fois par an et donc j'ai fait faire une réunion assez savoureuse, complètement inventée, hein, bien entendu, hein, mais j'ai fait une réunion savoureuse de Bilderberg sous la glace. Bon, je crois que ça peut permettre de visionner quelque chose de pas mal, de faire visionner quelque chose de pas mal, bon, qui décide d'événements importants sur la Terre ou qui essaie de contrôler des événements importants sur la Terre. Voilà. Donc, alors le Bilderberg existe depuis, je vous dis, depuis une cinquantaine d'années. Il se réunit une fois par an et ça échange surtout au point de vue économique. Hein, bon, quel est l'intérêt de l'économie et l'intérêt de l'économie, c'est aussi une certaine politique. Il faut pas se faire d'illusions. Quoi. D'accord. Mais qu'est-ce qui a suscité à l'intérieur du physicien qui est en vous cette recherche sur le côté plus secrète, hein, plus, on va dire, restrictive dans la réflexion? Oh, parce que si vous voulez, ça fait partie. Quand on écrit quand on écrit des romans, ça fait partie je dirais, de quelque chose qui peut être intéressant, quoi. Hein. Je ne suis pas à la théorie des complots du tout, hein, mais il faut voir quand même qu'on peut faire, on peut attirer le lecteur avec des petits complots. Voilà. Oui, il y a toute une réflexion, on va dire, plus littéraire, mais qui vous a permis aussi d'avoir eu Oui. accès à Oui, des oui, oui, oui. Non, mais informations. alors, oui. Il faut savoir que moi, j'ai été, là, ça s'explique par un peu ma vie, si on peut y revenir dessus. Je suis né dans un petit patelin de l'Hérault. Je suis allé au collège, c'était ce qu'on appelait autrefois un CEG, dans lequel il n'y avait qu'une langue, l'anglais, et en plus j'étais mauvais, je suis mauvais en anglais. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé au lycée à Montpellier, je n'ai pu prendre que ce qu'on appelait la section moderne. Or, j'étais, moi, aussi bon en français qu'en mathématiques ou en physique. Par contre, j'étais nul en anglais. Voilà. Bon. Donc, je suis devenu un scientifique, je dirais, un peu par la force des choses. Dans la section moderne, on ne pouvait devenir que scientifique. Et moi, je pouvais pas, comme j'avais pas deux langues, je ne pouvais pas être littéraire. Voilà. Alors que j'aurais pu, en tant que, sur le français, j'aurais pu être littéraire. Maintenant, il y avait aussi l'anglais qui pêchait. Voilà. Donc, je suis un peu à mi-chemin entre le scientifique et le littéraire. Voilà, et scientifique, bagage qui vous a été utile pour, encore une fois, hein, je le répète, pouvoir travailler à Yaoundé avec une Allez, personnalité qui était à oui, la ASP et avec oui, lequel vous avez travaillé pendant quelques années aussi. oui.
Oui, alors là, c'est intéressant aussi parce que, je veux dire, je ne sais pas si il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Moi, j'ai vu, donc, c'était un homme avec qui on pouvait, alors, on échangeait régulièrement avec lui, avec Alain, avec Annie, sa femme, etc. On échangeait régulièrement. Il m'avait, il m'encadrait parce que on faisait la formation des CAPES camerounais, hein, étudiants qui passaient le CAPES au Cameroun. Hein. Donc, il m'avait confié toute la partie TP, hein, il faisait la partie cours, hein, et donc, je veux, un jour, je me rappellerai toute ma vie. Je vais chez lui, on échangeait, etc. Tout ça. Quoi. Bon, je vais chez lui et il a un gros bouquin de mécanique quantique sur ses genoux. Eh bien, c'est un bouquin de 1200 pages, un truc énorme que j'avais eu aussi, moi aussi, quand j'étais étudiant. Alors, je regarde avec étonnement parce que c'était sur ses genoux. Hein. Eh bien, il lisait le bouquin. Moi, je ne sais pas si vous comprenez. Moi, il aurait fallu que j'écrive, que je fasse un effort pour avancer dans le bouquin. Lui, il le lisait parce qu'en fait, c'est un opticien. Hein. À la base, il est opticien. Opticien, pardon, excusez-moi, non, il fait de l'optique. Oh là, je fais je fais une bourde. C'est pas le mot opticien qu'il faut utiliser. Il est spécialiste d'optique. Allez, aspect. Et donc, il fallait qu'il lise la mécanique quantique. Et lorsqu'il m'a décrit son expérience, parce que bon, il m'a décrit ce qui. Après, je l'ai revu un peu en France, il me décrivait l'expérience qu'il faisait. J'ai tout de suite su que c'était quelque chose d'extraordinaire. Même si lui ne devait pas passer au prix Nobel à cette époque-là, j'ai dit, il aura le prix Nobel. Il aura le prix Nobel. Et lorsque j'étais chef d'établissement et que je recevais des inspecteurs de physique, je leur demandais, vous savez, s'il aura bientôt le prix Nobel, allez, non, mais il a eu un coup de génie, mais alors bon, il est hyper intelligent, mais il a eu en même temps le coup de génie de l'expérience qu'il fallait au bon moment. C'est vrai que le regard sur les mécaniques quantiques ou quantiques, comme vous le Oui, prononcez, hein, je ne sais oui. jamais trop quand ou quoi, Ça, ça va peut-être ouais, défendre de ouais, l'accent. ouais, c'est pas On- grave. euh, Pour moi, c'est on- les quintas, mais bon. Ça pourrait être intéressant, vous voyez, de pouvoir l'expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent, parce que très souvent, ça devient un terme qui est souvent proposé dans la littérature, dans les vidéos, sur les différents réseaux ou autres. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire, physique quantique? Je vais dire vitamine. Bon, Qu'est-ce que ça veut euh, dire, physique quantique? alors, je pense que là, il faudrait que je le prépare. Mais bon, je vais le faire à la façon d'Alain Aspect. On va parler d'énergie. Hein. L'énergie, ça peut être de la chaleur, ça peut être de l'électricité, etc. On va parler d'énergie. La différence entre notre monde et le monde quantique, c'est que chez nous, tout ce que l'on fait est continu. Hein, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas comment l'expliquer, tout se passe en continu. Dans la mécanique quantique, ce n'est pas du tout le cas. L'énergie, dans le cas d'un rayonnement d'une particule, elle est fixée. Et alors, Alain Aspect explique en disant le monde c'est marcher normalement. Hein, bon, et la mécanique quantique, c'est sauter de rocher en rocher. Pourquoi? Parce que les particules ne peuvent pas avoir tous les niveaux d'énergie réguliers. Hein. Elles ont un quota d'énergie. Si elles sautent un saut, elles ont un autre quota d'énergie, mais entre les deux, elles ne l'ont pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est surtout ceci qui est important. Et ensuite, l'autre côté qui a lancé la mécanique quantique, c'est la dualité onde-corpuscule.
C'est-à-dire que lorsque vous avez un rayonnement, on a cru pendant très longtemps que c'était une onde, et en réalité, on s'est aperçu que c'était aussi une corpuscule, mais quand la particule apparaît comme corpuscule, la fonction d'onde s'écroule, et lorsque on a la fonction d'onde, la particule disparaît. Donc, vous voyez, c'est assez bon. Alors, je ne sais pas si je l'explique clairement, parce que là, il aurait fallu que. Alors là, vous auriez dû me le dire, il aurait fallu. À l'RSP, vous l'expliquerez parfaitement. Bon, mais. Mais vous avez fait ça très bien, vous avez fait ça très bien. Et on va aussi refaire une petite parallèle, une nouvelle passerelle vers le livre. C'est-à-dire, c'est par rapport à de la perception de l'espace-temps. Oui, Quand on pense mécanique quantique, on pense aussi à la déviation du temps et de quelle manière on peut percevoir ce temps qui peut être complètement aléatoire d'une oui. perception à une autre, d'un environnement à une autre, d'une croyance à une autre et d'une conscience à une autre aussi. On en revient à la conscience encore. C'est normal. De toute façon, le temps, c'est nous qui le normalisons, premièrement. Donc, si vous prenez l'heure, la minute, la seconde, c'est comme les chiffres. Les chiffres, eh bien, on a toujours l'habitude de parler en dizaines, mais en fait, il faut savoir quand même que tout s'exprime en binaire. Ah bon, le temps n'est pas le. Alors, voilà, le temps n'est pas le même selon la vitesse à laquelle on va, on va se déplacer. Je donne un exemple très simple. Un astronaute, ça va dans la nature, il va sur Mars ou il va sur la Lune, etc., etc. Il voyage, etc. Bon, il calcule, son voyage a duré 6 jours. Il revient sur Terre. Eh bien, ça ne sera pas 6 jours après. Ça ne sera pas 6 jours après. Hein. Il y aura un décalage entre le temps terrestre et le temps universel. Parce que lui, il sera rentré dans l'espace et il aura pris des vitesses tellement importantes. Bon, ça quand je dis tellement importante, ça ne s'approche pas de la vitesse de la lumière quand même, sinon on exploserait. Mais il a pris des vitesses qui sont plus importantes que celles qu'on a sur Terre. Et, bon, et donc, il y a un décalage du temps. Hein. Et il va revenir, ça ne sera pas 6 jours pile. Voilà. Et ça aussi, il aurait fallu que je vous le prépare. Hein, mais on voit là l'explication. En tous les cas, toutes les particules qui vont à la vitesse de la lumière, ou à peu près, enfin, c'est toujours un peu en dessus. Si elles ont une masse, c'est toujours en dessous. Bon. Bon. Donc, toutes les particules qui vont en dessous de la vitesse de la lumière ne voient pas le temps de la même façon que nous. Hein. C'est-à-dire quand on approche à 10% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 10% de 300 000 km secondes, bon, quand on arrive là à 10% en dessous, à 30 000 km secondes, le temps est distordu. Ensuite, il faut voir que le temps et l'espace expliquent aussi les déviations, la déviation des objets dans l'espace, etc. Et ça aussi, c'est tel temps pour telle vitesse. Voilà. Mais bon, là, il aurait fallu que vous me disiez que vous allez m'interroger Non, mais là-dessus. c'est parfait. Ça sera peut-être, je pense, l'occasion d'une vidéo bien Oui. spécifique sur le sujet de la physique quantique, qui, je sais, intéresse beaucoup de personnes. Et ça reste aussi ce rapport, ben, à nous, Oui, humains, alors, dans le bon, ici et oui. maintenant, au plus grand qui nous entoure. Alors là, je peux faire un résumé, mais il faut que vous me laissiez le temps, quoi. Hein. C'est possible. Ouais, 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 c'est possible de faire un résumé de,
le pourquoi de la mécanique quantique. Je me fierai, parce que Alain Aspect a écrit un livre qui est si Einstein avait su. Hein, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, il n'y a même pas un an. Hein, si Einstein avait su, d'Alain Aspect. Vous pouvez le recommander à vos lecteurs, mais il faut savoir qu'il faut à peu près, pour bien le suivre, le niveau d'un bac scientifique, d'une terminale scientifique. Oui, il faut avoir à peu près le niveau d'une terminale scientifique, sinon c'est difficile à comprendre. Oui, c'est avoir Euh, quand même un minimum de base voilà, assez pointu pour voilà, pouvoir. voilà pour lire ce livre. Et moi, je peux simplifier encore plus, mais si je simplifie encore plus, il y a des choses qui passeront à l'as, quoi. Hein, bon. Mais j'essaierai de simplifier encore plus, quoi. Pour, ouais. On aura l'occasion, j'en suis convaincue. En tout cas, Maurice Chalier, je tiens à rappeler donc Yucatan, pardon, à ceux qui nous ont suivis. Hein. Vous y trouverez Oui. de la science, de la physique, de l'amour, du Alors sexe oui, ça c'est vrai, aussi, très beaucoup de important. sexe. On n'en a pas parlé, on n'en a pas parlé. On va peut-être pas l'aborder, on va pas demander comment vous sont venues toutes ces impulsions, ces inspirations. En tout cas, Maurice Chalier, je vous remercie infiniment du temps que vous m'avez accordé, que vous avez accordé à cet échange. C'était avec plaisir, Daniel. C'était avec plaisir. Hein. Bon, et puis peut-être qu'on va se revoir vu que je vais monter Prochainement. près de chez vous, chez Hélène. Hein. Voilà. Bon, D'accord. je rappelle Yucatan aux éditions Anovi, Maurice Chalier. Voilà. Donc, Et, oui, allez-y. voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est n'ayez pas peur du livre. Et c'est vrai qu'il fait, il est dans certains trucs, il est assez surprenant. Bon, comme j'ai dit, comme je vous ai dit dès le début, il y a des gens qui ont peur qu'on leur parle de l'âme qui se sépare du corps. Hein, mais c'est une existence, c'est vrai. Hein, je veux dire, bon, il faut pas avoir peur d'affronter la conscience universelle. Il faut pas avoir peur de l'affronter. Merci infiniment, Maurice Chalier, de tout ce beau partage et de tant de sincérité et d'ouverture dans vos propos et dans vos réflexions personnelles, mais également en tant qu'auteur. Merci vous de m'avoir permis de faire ce message. Allez, au Merci à revoir. tous, au revoir et à très vite. Au revoir.